qui se passe sur Terre a l'air d'être en phase avec ce qui se passe au niveau astronomique. Et on soupçonne que les arbres perçoivent beaucoup plus de leur environnement que ce qu'on pensait jusqu'ici. Lorsqu'on s'approche des arbres, lorsqu'on fait de la musique, eh bien, il y a comme une réaction au niveau de l'arbre. Et c'est cette sacralité de ces arbres qui a été tellement forte qu'au moment de la christianisation, on n'a pas osé toucher à ces ifs. Il y avait toute une série d'arbres qui étaient considérés comme sacrés, qu'il était absolument interdit de toucher ou d'abattre. En appliquant tous les standards de la science, on a pu montrer qu'il y a vraiment un noyau d'objectivité derrière ces savoirs anciens qui étaient assez mystérieux jusqu'alors. Bonjour Monsieur Turcher. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Vous êtes ingénieur forestier, chercheur en sciences du bois et spécialiste de chronobiologie. Vous avez consacré votre vie à l'étude des arbres, non seulement sous l'angle scientifique, mais également dans leur dimension plus subtile. Et d'ailleurs, dans votre ouvrage, Les arbres, entre visible et invisible, vous explorez cette double nature de l'arbre, de la forêt. Vous révélez le rôle fondamental des arbres dans les équilibres écologiques, mais aussi leur influence insoupçonnée sur notre monde et sur notre bien-être. Dans votre ouvrage, vous évoquez la relation profonde que les anciens entretenaient avec les arbres, une relation qui allait bien au-delà de l'utilité matérielle. Vous expliquez notamment que leur compréhension de l'if, donc ce fameux conifère non résineux mais qui ne porte pas de cône, n'était pas seulement spirituelle ou symbolique, mais qu'elle reposait sur des connaissances quasiment scientifiques. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos découvertes à ce sujet ? Oui, effectivement, en tant qu'ingénieur forestier, départ professionnellement, je suis ingénieur forestier. Ensuite, j'ai continué dans la recherche sur les arbres, la physiologie des arbres, la chronobiologie, l'électrophysiologie des arbres, et ensuite aussi concernant la gestion des forêts et les structures du bois. Tout ce corpus de savoir, j'ai pu le mettre en relation avec ce que je savais de ce que les anciens savaient concernant le bois. Et là, on se rend compte qu'ils avaient un savoir absolument étonnant concernant les propriétés du bois, selon les essences, mais aussi au sein d'une même essence, en fonction de la date d'abattage des arbres. Quelque chose de tout à fait étonnant, qu'on croyait être de la superstition. Eh bien, j'ai utilisé les outils de la science pour tester ça comme hypothèse de travail. Et ça s'est révélé comme étant tout à fait intéressant. Il y a un noyau d'objectivité derrière ces savoirs anciens qui étaient assez mystérieux jusqu'alors. C'est une étude qu'on a faite qui a porté sur des années en fait. Non seulement la préparation, mais ensuite l'exécution et ensuite l'analyse statistique et la publication. Ça concernait donc toute une série d'abattages d'arbres selon des modalités très précises, selon des normes scientifiques, avec les répétitions, avec les multiplications des lieux d'abattage et de récolte. Et là, en appliquant tous les standards de la science, on a pu montrer qu'il y a vraiment des différences dans les propriétés du bois, autant pour une espèce comme l'épicéa que pour le châtaignier, qui avait été étudié dans ce cadre-là. Mais les anciens n'avaient pas forcément ces méthodes scientifiques. Comment est-ce qu'eux, ils savaient ces propriétés du bois ? Là, c'est la très grande question qui s'ouvre. On réalise qu'ils avaient raison, qu'ils avaient perçu quelque chose de tout à fait réel, avec d'autres moyens. Et là, je suis au bord d'une nouvelle série de questions. Comment étaient-ils capables de savoir ça ? Et ça concerne pas seulement notre culture liée aux arbres et aux bois, mais toutes ces cultures ancestrales liées aux connaissances des plantes, aux connaissances des propriétés médicinales des plantes, acquises dans toutes les anciennes cultures, avec des méthodes qu'on ne connaît plus très bien aujourd'hui. Ouais. Et pourquoi est-ce que l'if occupait cette place centrale chez ces peuples anciens ? Alors l'if, pourquoi est-ce qu'il occupait cette place ? On peut l'interpréter parce que c'est un arbre qui devient très très vieux. C'est le plus vieil arbre d'Europe éventuellement, qui devient énorme, creux, et qui est capable de se remultiplier à l'intérieur. C'est un exemple d'immortalité en fait. Au niveau des arbres, c'est pour moi l'exemple le plus puissant d'immortalité potentielle au niveau des végétaux. Et
Ceci est rejoint par quelque chose qu'on sait, c'est qu'en Europe, il y avait toute une série de peuples celtes qui allaient des peuples en Espagne, la Galice par exemple, la Gaule, jusqu'en Anatolie. Partout des peuples celtes s'étaient installés. Et en Gaule, il y avait 2 peuples dédiés à l'If, qui portaient leur nom de l'If. Les Aburones, le peuple de l'If, c'est nord-est de la France, près de la Belgique, et les Ardennes. Et les Eburovis, c'était les guerriers ou les vainqueurs de l'If, les vainqueurs grâce à la force de l'If. Donc, pour avoir des peuples qui s'identifient à un arbre d'une manière double, c'est déjà un indice qu'il y avait une relation tout à fait étroite entre ces peuples celtes et cette essence. Mais il leur vouait un culte selon les recherches historiques qu'on a aujourd'hui, ou bien... Oui, il y avait toute une série d'arbres qui étaient considérés comme sacrés, qu'il était absolument interdit de toucher ou d'abattre. Les peines ou les rançons ou les amendes qui étaient infligées lorsqu'on touchait un de ces arbres étaient énormes. C'était des milliers de têtes de bétail qui devaient être livrées si on avait touché un tel arbre. Et c'est cette sacralité de ces arbres qui a été tellement forte que le moment de la christianisation, dans ces régions-là, en Angleterre par exemple, on n'a pas osé toucher à ces ifs. Ils sont encore là. Intéressant. Et comment se fait-il que vous... Peut-être une dernière question sur ça, après on va passer à la suite, mais comment est-ce que vous expliquez... Donc, vos recherches scientifiques vous ont montré que c'était pas de la superstition. C'est pas juste un culte, une croyance aveugle dans un arbre. Est-ce que vous avez des éléments pour nous expliquer concrètement pourquoi c'est plus que de la superstition? Oui, alors, les premiers arguments pour supposer que ce soit plus, c'est simplement ce qu'on a déjà découvert concernant les propriétés du bois. Qu'on mettait dans la catégorie superstition, brusquement, ça se révèle très efficace, très réel. Et maintenant, pour des ethnologues, des ethnographes, ça serait des anthropologues, ça serait de comprendre pourquoi ces peuples s'identifiaient-ils à un arbre dans lequel ils percevaient une divinité. Est-ce que le monde n'est pas un peu plus compliqué que ce qu'on imagine aujourd'hui? Vous nous apprenez également dans votre ouvrage que l'anatomie du bois, l'anatomie des arbres est une, je vous cite, merveille d'architecture et de cohérence. Vous faites référence à la polarité et à la spiralité des arbres, de leur croissance, de leur organisation interne. Vous faites même référence au fameux nombre d'or dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de cette structure qui régit l'arbre ? Oui, alors ça me parle vraiment parce que c'est le cœur du métier que j'ai fait ma thèse dans l'anatomie fonctionnelle des arbres. Ça veut simplement dire qu'aucune cellule n'est formée sans qu'elle ait une fonction. Rien n'est fait au hasard dans l'élaboration anatomique d'un arbre qui pousse, en fait, comme tous les organismes, mais les plantes ajoutent couche sur couche et deviennent un arbre de dimensions énormes et d'âge considérable. Aucune cellule n'est formée au hasard. Ce n'est pas la concurrence du meilleur et l'élimination du moins bon. Chaque cellule a sa fonction. Et la manière dont cet arbre est formé, il est dans une polarité ciel-terre. Le système racinaire, la couronne et entre deux le tronc. Et tout se passe dans cette polarité, dans cette tension. On peut mesurer des courants électriques entre la partie supérieure et la partie inférieure. Et ce n'est pas simplement un axe selon lequel l'arbre va s'élaborer, d'abord la moelle et tous les tissus concentriques. Ce n'est pas seulement cet axe vertical. Autour de cet axe, il y a en fait dans la formation de l'arbre des spirales orientées dans un sens et des spirales orientées dans l'autre. Pour les flux hydriques, pour la structure des cellules, la paroi cellulaire, tout ça est structuré d'après des spirales qui se croisent. Et là, on peut se demander, mais que sont ces spirales? Pourquoi sont-elles là à s'enrouler autour de cet axe? Et on se rend compte que l'exemple le plus clair de la structure de l'arbre, c'est l'arbre originel qui est venu tout au début, c'est le résineux, le conifère dont on a parlé avant. Et si on examine un cône, c'est en fait un axe autour duquel sont formées des écailles. Et ces écailles d'un cône, elles sont orientées, elles sont placées selon des spirales. Chaque écaille appartient à une spirale orientée vers la gauche.
et en même temps une spirale orientée vers la droite, mais de manière asymétrique. L'angle est un peu différent. Et on peut compter le nombre de spirales parallèles à cette spirale à laquelle appartient une écale qu'on aura marquée, et on se rend compte que ça retombe toujours sur les mêmes chiffres. C'est soit 8 et 5, soit 5 et 3, soit 8 et 13, etc. Et ça appartient à la série de Fibonacci. Et le nombre d'or, c'est le rapport de deux chiffres successifs. Alors on peut se demander, mais pourquoi cette structure ? Pourquoi cette structure avec cette géométrie, cette asymétrie et ce fameux rapport du nombre d'or qui gère l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci? Eh bien, on se rend compte que si on regarde ce cône, lorsqu'il est formé, on peut se dire que c'est des spirales qui montent dans un sens et qui montent dans l'autre. Mais un grand génie de l'arbre et de la forêt et de l'eau, Victor Schauberger, a proposé d'interpréter ce cône comme étant le lieu de croisement de spirales montantes, mais de spirales descendantes aussi. Donc on a une série de spirales qui montent et qui va se croiser avec une série de spirales qui descendent. Les spirales terrestres croisent les spirales cosmiques. C'est ce que propose Schauberger. Et moi, je crois avoir compris pourquoi et pourquoi c'est important. Si on examine chacune des écailles qui appartient à ce système montant et descendant, qu'est-ce qu'il y a à la base de l'écaille? C'est des graines, 2 graines, parfois une. Donc, on peut comprendre que les graines, les points d'émergence de la vie, se forment à l'endroit du croisement des spirales terrestres et cosmiques. Le ciel vient à la rencontre de la Terre et c'est à cet endroit émerge la vie. Et ça, c'est quelque chose de très important finalement qu'on comprend, c'est que la vie, c'est là où se rencontrent le terrestre et le cosmique. Et là, on a la géométrie sacrée. En parlant de ce lien entre le ciel et la terre, dont vous faites mention, vous avez beaucoup étudié les rythmes biologiques de l'arbre et vous avez mis en évidence des synchronicités, des synchronisations étonnantes avec les astres et les cycles cosmiques. Vous montrez notamment que la croissance du bois, elle suit des rythmes lunaires et solaires et que certains phénomènes comme la germination ou la montée de la sève semblent répondre à ces influences célestes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Oui, effectivement, c'est bien de parler de synchronicité, c'est-à-dire il y a des rythmes stellaires, lunaires, astronomiques qui ont lieu. Et ce qui se passe sur Terre a l'air d'être en phase avec ce qui se passe au niveau astronomique. Et la première chose qu'on a fait dans ce domaine-là, c'était à l'occasion d'un séjour, disons d'une période de ma vie de 4 ans en Afrique, en recherche forestière. On était dans un institut de recherche dans lequel on avait une pépinière forestière expérimentale pour la technologie des graines, pour savoir comment gérer les graines, pour que ça germe, etc. À un très haut niveau qualitatif. On faisait partie de l'OCDE pour les graines africaines destinées à l'exportation. Et dans cette pépinière expérimentale, j'ai saisi l'occasion de tester ce que disaient les anciens. Lorsque vous mettez une graine en terre, ça dépend à quelle phase lunaire vous le faites. Une fois, ça germinera bien, et une fois, ça fonctionnera moins bien. Donc, on a mis en place un essai sur plusieurs mois, où on se met toujours 2 jours avant la pleine lune et 2 jours avant la nouvelle lune, des graines d'une essence qui nécessitait presque 2 mois pour germer, avec des répétitions. Chaque fois, c'était 4 petits endroits ou bien surfaces de semis avec le même nombre de graines. Donc on avait des répétitions et des répétitions avec un multiple de semis chaque fois. Et là c'était intéressant parce qu'on mettait les graines en terre chaque fois 2 jours avant la pleine lune, 2 jours avant la nouvelle lune. Il fallait attendre 2 mois pour voir que ça soit. Puis brusquement tout sortait en même temps. Et très différemment selon si c'était semé 2 jours avant la pleine lune ou 2 jours avant la nouvelle lune. Une fois c'était fort, une fois moins, alternativement. Donc là on a très rapidement pu publier ces résultats qui étaient pour la première fois pour des graines forestières. Jamais personne n'avait vraiment
testé ça, sauf en Allemagne pour l'épicéa, mais avec des résultats moins évidents. Donc ensuite, on a fait des essais avec les propriétés du bois dont j'ai parlé, qui ont aussi montré les différences. Mais entre deux, une magnifique recherche, une thèse qui a été faite à l'université d'Innsbruck. Un jeune étudiant qui voulait faire une thèse sur les effets lunaires sur les arbres. Et je venais de faire des essais avec des électrodes devant un arbre qui est devant chez moi, avec l'impression qu'il y a des choses lunaires là-dedans. Et lui, il était électrotechnicien. Je lui ai donné ce sujet comme sujet de thèse et il a découvert en fait des marées bioélectriques dans les arbres. Il y a des variations dans l'électricité, dans les pulsations électriques qu'on peut toujours mesurer, des variations liées aux marées lunaires journalières. C'est une grande découverte. Wow. C'est quoi comme appareil qu'on utilise pour... Donc là, vous mettez des électrodes dans les arbres, c'est vous percez des trous très fins et vous implantez des aiguilles qui sont dorées, en fait, qui sont galvanisées avec de l'or pour qu'il n'y ait pas de corrosion. Ça peut être du platine ou de l'argent. Là, c'était de l'or. Il travaille très fin. Il avait des dizaines d'électrodes sur l'arbre. C'était comme un arbre aux soins intensifs. Et il avait tous les outils pour analyser les pulsations électriques de ces arbres. Et c'était des résultats magnifiques qui en sont sortis. Très intéressant. Et outre le lien avec la Lune ou les cycles cosmiques, vous avez pu tester d'autres environnements. Peut-être, je ne sais pas, j'ai entendu parler d'expériences en lien avec de la musique ou bien d'autres ambiances dans lesquelles les plantes sont immergées. Vous pouvez voir ça avec les électrodes? Oui, alors ça apparaît aussi. Actuellement, il y a un appareil qui a été développé qui se base sur ces micro-courants électriques des arbres et de toutes les plantes et qui transcrit ces courants électriques en émission acoustique, en son. Et on se rend compte qu'on peut transcrire ces sons en une sorte de musique. C'est comme un son de flûte qui monte et qui descend. Et on donne à l'arbre une voix, un chant lié à ces courants électriques. Et la découverte, c'est pas mon expérience personnelle. Nous, on a travaillé de manière simplement purement objective en analysant les variations de courants électriques. Mais lorsqu'on donne une expression acoustique à ces courants électriques, on se rend compte qu'il y a des interactions. Lorsqu'on s'approche des arbres, lorsqu'on fait de la musique, eh bien, il y a comme une réaction au niveau de l'arbre. Et on soupçonne que les arbres perçoivent beaucoup plus de leur environnement que ce qu'on pensait jusqu'ici. Ils ont des facultés sensorielles, alors. Oui, alors ça, c'est sûr, on pourra en parler beaucoup plus, mais à ce niveau-là, ils ont des facultés de percevoir leur environnement. Un exemple très fort, au début dans les années 20 du siècle passé, des radios, disons des techniciens en radio, avaient employé des arbres aux États-Unis pour capter des émissions radio européennes. Les arbres utilisés comme antennes. Ils avaient pu employer des arbres comme antennes d'émission. Donc on se rend compte que les arbres, finalement, hypothétiquement, sont éventuellement en communication électromagnétique, puisque ça fonctionne pour nos émissions à nous. Donc on est en train d'ouvrir des portes tout à fait intéressantes qui invitent à tester tout ça scientifiquement. Peut-être une dernière question en lien avec ça. Est-ce qu'il y a des environnements on a pu trouver en fait des environnements qui sont plus favorables à la bonne croissance d'une plante? Vous avez parlé des cycles cosmiques ou alors peut-être au niveau de l'environnement concret. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider une plante à bien vivre? Alors, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que toute la manière dont s'organise une forêt est beaucoup plus subtile, beaucoup plus riche que ce qu'on imagine généralement. Ce n'est pas simplement du végétal. Une forêt sauvage, c'est 3 composantes. C'est la flore, bien sûr, le végétal, mais c'est la faune et c'est la fonge, les champignons. Les arbres ne fonctionnent pas sans champignons dans l'humus, dans le souterrain. Ce dont on se rend compte aussi, c'est que les arbres ne fonctionnent pas sans les animaux. On sait que les animaux ont besoin des plantes. Aujourd'hui, on réalise que les plantes ont besoin des animaux. Pas seulement pour la dissémination des graines, mais aussi au niveau acoustique. Les fréquences acoustiques, les vibrations émises par les animaux, en plus des déjections qu'ils laissent,
de la dissémination des graines, ça c'est connu. Mais les vibrations des animaux, les chants d'oiseaux, les stridulations d'insectes, le coassement des grenouilles, tout ça, ça a un effet sur la croissance des forêts. Les forêts ont besoin de cet orchestre animal pour se sentir bien. Et on a appliqué ceci pour faire mieux pousser des plantes, des vergers d'agrumes, poussent mieux, produisent mieux, meilleur taux de vitamine C lorsqu'on met des fréquences du genre stridulation d'insectes et chants d'oiseaux. Donc aujourd'hui, on sait qu'il faut réinviter les oiseaux dans nos cultures, dans nos forêts naturellement, mais avoir des forêts tout proches des cultures pour que ça refonctionne de manière naturelle, grâce aux vibrations. Très intéressant. Il me semble qu'il y a certains chercheurs qui vont même jusqu'à parler d'une capacité des plantes à traiter l'information, peut-être même de manière cognitive, c'est leur compréhension. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va trop loin quand on parle de pensée? Oui, un certain Stefano Mancuso, italien, a développé la notion de neurobiologie végétale. C'est que, en fait, on peut très bien imaginer que ce soit effectivement le cas. Si on regarde, en agrandissant un peu le cercle de référence, pas simplement un arbre tout seul, mais une forêt dans son ensemble. Je parlais de flore, de faune et de faune. Si vous prenez les champignons, c'est vraiment un système incroyablement sensible. C'est le système nerveux de la forêt, c'est le cerveau de la forêt. Tout ce système de mycorhizes et d'entrelacs de champignons, de mycélium. Eh bien, si on regarde la forêt de loin, avec sa canopée, avec sa lisière forestière qui héberge toute cette faune, c'est surtout dans la lisière que ça se passe, cette faune peut être comprise comme étant les organes d'essence de la forêt. La forêt envoie son renard 3 km et il revient. Elle envoie son hérisson, ses fourmis, et ces animaux, c'est des organes d'essence de la forêt. Et aujourd'hui, on a un livre de Ed Yong, par exemple, qui s'intitule « Un monde immense ». Et il analyse la perception du monde par les animaux, à quel point c'est sans commune mesure avec la nôtre. Nous sommes des demi-aveugles dans le monde qu'on occupe. Les animaux sont extrêmement perspicaces, extrêmement sensibles à d'autres modalités du vivant. Regardez les chauves-souris, mais ça va beaucoup plus loin. Ça communique sur des dizaines et des centaines de kilomètres facilement. Au niveau olfactif, au niveau gustatif, tout ça c'est beaucoup plus subtil avec les animaux. Eh bien la forêt héberge ces animaux, c'est ces organes d'essence qu'elle envoie. Et cette forêt, avec des oiseaux migrateurs, elle envoie ces oiseaux jusqu'en Afrique, et ils lui reviennent. Ils reviennent toujours au même endroit. Elle envoie ses poissons jusqu'à l'océan Atlantique, au Pacifique, et ils lui reviennent avec des nouveaux messages. En alimentant la forêt, et brusquement on comprend cette forêt comme étant un être avec une intelligence collective fabuleuse qui a besoin d'avoir ces animaux pour les envoyer, pour les avoir en retour. Donc c'est un être, maintenant je suis dans l'hypothèse, et j'observe l'extérieur, ça fonctionne encore plus fort que nous, un être avec une intelligence collective qui a des tentacules dans le monde entier. Nous, on est relativement pâle à côté. Donc, on est en train de découvrir la forêt d'une manière beaucoup plus intéressante que ce qu'on croyait. Et si on réduit la forêt à un seul arbre, c'est aussi un peu ça, un chêne avec ses 200 espèces d'animaux qui en vivent, insectes, etc., et aussi d'autres végétaux, eh bien ce chêne, il a aussi ses tentacules qui sont un peu moins longs que ceux de toute une forêt, mais ça commence déjà là. Donc c'est pour ça qu'un arbre, c'est beaucoup plus que du bois, c'est beaucoup plus que de l'écologie basique, comme on est en train de l'aborder. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre au 2e degré, c'est de l'intelligence en interaction, intelligence végétale, faunistique, fongistique, tout ça, ça fonctionne ensemble et comporte beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Il y a une communication donc des plantes aux animaux, des plantes entre elles également? C'est ça. Plantes entre elles, ça c'est très clair, ça on le sait très bien. Ça c'est aussi mon domaine. Les arbres sont connectés par des racines qui se soudent. Donc un arbre qu'on abat, la souche continue d'être alimentée par l'arbre voisin.
qui brusquement a 2 systèmes racinaires, parce que le premier n'a plus d'arbres à alimenter, mais il continue de vivre, alimenté par son voisin, et il lui achemine l'eau. Et par champignons interposés, naturellement, c'est tout un système de partenariat et d'échange. Au niveau terrestre, simplement, on peut parler des échanges gazeux, des échanges électromagnétiques, dont on parlait. Tout ça est beaucoup plus subtil que ce qu'on imagine. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de l'influence de l'environnement sur les plantes. Vous parlez aussi dans votre ouvrage de l'influence des plantes sur les êtres humains, sur notre univers à nous en tant que société. Vous allez même jusqu'à parler de l'humus comme d'un antidépresseur naturel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi les plantes, la végétation, c'est bénéfique pour les hommes ? Alors, si on prend par le bout de cette question, l'humus comme antidépresseur, effectivement, on a découvert dans l'humus, tout d'abord, c'était dans la bouse de vache, qui est en fait quelque chose de très particulier. En médecine ayurvédique, la bouse de vache, c'est quelque chose d'extrêmement important, carrément sacré. La vache comme animal sacré, et tous ses produits sont extrêmement respectés. Eh bien, dans la bouse de vache, on a découvert des bactéries qui ont un effet euphorisant, un effet dopant pour les prestations intellectuelles. C'est le Mycobacterium vaccae, donc une mycobactérie de la vache. Et ensuite, on a découvert ça dans l'humus naturel aussi. Et ce dont on se rend compte, c'est lorsqu'on inhale ces odeurs d'humus, eh bien, ces odeurs, naturellement, c'est plein de pollen, c'est plein de particules, de nanoparticules, dont ces bactéries, l'air est toujours chargé de bactéries lorsqu'il y a des odeurs, eh bien, ça a quelque chose qui stimule les facultés mentales. Et les premières expériences ont été faites avec des rats de laboratoire. On s'est rendu compte qu'ils résolvaient leurs problèmes de labyrinthe beaucoup mieux lorsqu'on leur donne ceci dans leur alimentation. Et on peut comprendre que ce soit vraiment quelque chose de très important et de réel, en pensant que en fait, la mémoire olfactive est la plus profonde. Elle est basée dans des régions beaucoup plus instinctives du cerveau. C'est pas quelque chose qu'on gère mentalement. C'est profond, c'est là, c'est des références. Elles sont liées à nos expériences de première enfance. Les premières odeurs sont très très profondes. Les madeleines de Proust, chacun en a. Et c'est aussi les madeleines de Proust de l'humanité, en fait. Et on vit aussi avec la mémoire de toute l'humanité derrière nous, toutes les générations humaines. C'est l'inconscient collectif de Carl Gustav Jung. Eh bien, lorsqu'on a l'humus dans la main et qu'on hume l'humus, eh bien, on a toute l'ancienne histoire de l'humanité. On a été des êtres forestiers, on a été nomades, chasseurs-cueilleurs, avec cette odeur qui nous a accompagnés tous les soirs, tous les jours. Et là, on réactive en fait notre mémoire profonde. Et ça fait un bien fou parce que ça nous rajeunit terriblement. On est aussi jeune qu'au premier jour. Vous prenez à ce sujet la zéro déforestation, la régénération des forêts dégradées, justement parce que, comme vous le dites, l'être humain a besoin de ce contact avec la nature qui est aujourd'hui un peu mise à mal, malheureusement. Vous insistez sur l'effet que les arbres sont bien plus que des simples ressources exploitables et vous expliquez que leur rôle écologique, climatique et même énergétique est essentiel à l'équilibre de la planète. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce qu'on doit faire pour inverser les tendances? Maintenant, on a tendance justement à s'éloigner de la nature. Comment retrouver ce lien originel? Oui. C'est absolument décisif pour nous de retrouver ce lien parce qu'on est en train de vivre dangereusement si on continue dans la même ligne. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que le mode originel de la Terre de s'habiller, de se doter de vivants, c'est le mode forêt. Partout où elle peut, la nature met des arbres en place, des forêts. Et jusqu'avant le néolithique, jusqu'au néolithique, la Terre était entièrement forestée, couverte de forêts. Et l'homme a pu s'étaler, s'installer dans cet écrin de vivants extrêmement puissants. Et depuis un certain temps, la déforestation a été le mode de fonctionnement de l'homme au sein de la nature, au point de complètement transformer nos continents. L'Europe était une forêt d'un bout à l'autre, et aujourd'hui, il n'y a plus une seule forêt primaire en Europe, sauf un petit reste en Pologne ou dans certaines montagnes. Et toutes les zones relativement accessibles ont été transformées
par la main humaine pour des cultures, pour des pâturages. Et les forêts originelles, avec leur puissance, ont disparu. Et là où elles sont encore, elles sont secondaires en fait. Et même des forêts secondaires naturelles, on les remplace par des plantations artificielles. Donc ici, on a terriblement affaibli cette puissance forestière. Et aujourd'hui, les sagesses ancestrales et une chercheuse scientifique américaine comme Robin Wall Kimmerer, qui est d'origine indienne, Potawatomi, avec le bagage scientifique moderne, elle dit qu'on doit réapprendre à partager avec la reconnaissance, avec la gratitude. Et aujourd'hui, je réalise, c'est exactement le message essentiel, c'est qu'on était reçus sur cette nature pleine de plénitude et de fertilité. On a malheureusement appris à tout prendre, on a voulu tout prendre et c'est le problème actuel. Apprendre à restituer une part de naturalité dans nos paysages artificiels. Et c'est pas beaucoup, c'est 10%, 20%. Et lorsqu'on a restitué cette part de forêt sauvage ou de sauvagerie dans nos paysages cultivés, réinviter la nature sauvage pour rétablir des équilibres, on aura réalisé quelque chose de magnifique. Et là, ce sera un équilibre nouveau où l'être humain sera partenaire de la nature, apprendra à recevoir, mais à donner aussi quelque chose qui lui est propre. Et ce qui lui est propre, c'est pas simplement d'aller dans la nature pour prélever des ressources, mais c'est d'aller dans la nature dans l'intention de l'admirer, d'être reconnaissant. Et c'est un mode vibratoire qui est très différent de celui de l'avidité. Et c'est ce mode vibratoire qui est celui de l'artiste aussi. Et l'homme artistique, l'homme empreint de beauté, s'approchant de la nature, va être une nourriture pour la nature. Et elle va lui être reconnaissant et lui donner le meilleur d'elle-même. Merci beaucoup, c'était très intéressant, Monsieur Zürcher, cette plongée au cœur de la forêt, de la nature, en se régénérant en fait, on en a besoin aujourd'hui. La structure fascinante de l'arbre, la polarité, la spiralité que vous nous expliquez, cette incroyable synchronicité avec les astres, c'est quelque chose qui est pas forcément accessible aujourd'hui, on n'en a pas du tout conscience dans cette société très matérialiste dans laquelle on est. Donc c'était vraiment une plongée ressourçante aujourd'hui avec vous. Je vous remercie pour ce moment d'échange et j'espère avoir prochainement l'occasion de vous revoir pour échanger à nouveau. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Zürcher. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir.